Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette session qui est placée sous le signe de la néphrogénomique. Prenez Alors, place. excusez-moi, s'il vous plaît, pour ceux qui arrivent, prenez place tranquillement, mais du coup, on porte attention à nos oratrices, à nos modératrices et à notre prochain intervenant. Ok, bonjour à tous, on va démarrer. Donc, bienvenue dans cette session consacrée à la néphrogénomique. Longtemps réservée à quelques maladies rénales héréditaires rares, la génétique occupe aujourd'hui une place croissante dans notre pratique quotidienne. Elle permet non seulement d'améliorer le diagnostic de nombreuses néphropathies jusqu'à là qu'on considérait indéterminées, de cause indéterminée, mais également d'affiner le pronostic, d'orienter le conseil familial et de plus en plus d'envisager des approches thérapeutiques ciblées. Cette thématique revêt un intérêt tout particulier ici même dans nos territoires d'Antilles-Guyane, compte tenu des spécificités génétiques de nos populations, notamment autour des variants APOL1, mais aussi des enjeux d'organisation d'un parcours de soins adapté et accessible. Nous aurons donc le plaisir d'aborder successivement plusieurs points et on va commencer dès à présent avec le professeur Ménard concernant les spécificités de la néphrogénomique dans les populations afrodescendantes. Professeur Ménard, en quelques mots, néphrologue à la PHP, également chef de service des soins intensifs de néphrologie de l'hôpital S'installer Tenet en silence, s'il vous plaît. et responsable du centre de référence des maladies rénales héréditaires de l'adulte, MAREA, dont on a évoqué ce matin avec le docteur Aglaé. À vous, professeur Ménard. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Bonjour, professeur Ménard. on vous entend. Super. Eh bien, merci de me donner la parole pour Oui, en effet, on ne voit pas le diaporama. Toujours pas. Ça y est, si vous le mettez en diaporama, on l'aura en plein écran chez nous. Super. Vous avez 25 minutes, on vous écoute attentivement. On nous a reperdu. Allez-y. Ça, c'est bien. C'est bon, on voit. Parfait.
Très bien. Merci, professeur Ménard, pour cette présentation très dense et très intéressante. Donc, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez répondu à des questions déjà, d'ores et déjà, notamment la POL1, est-ce qu'il faut le considérer comme un facteur de risque ou comme une maladie génétique? Mais finalement, vous avez conclu. On retient plutôt un facteur de risque finalement. Alors, j'avais une question, professeur Ménard. Vous avez montré les limites de l'exome avec notamment ce génome de référence qui n'est pas tout à fait aligné sur ce qu'on imagine être le génome de référence afro-descendant. J'avais une question en fait sur la négativité du coup de ces exomes. Ceux que vous considérez comme négatifs, est-ce qu'il y a, ou alors est-ce que dans les exomes réalisés pour les Caribéens, est-ce que vous avez une surreprésentation de VUS? Est-ce que c'est négatif, négatif, ou est-ce que vous constatez qu'il y a une fréquence de VUS, de variantes de signification incertaine chez les Caribéens? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, professeur Ménard. Moi, j'avais une petite question au sujet de ces patients CDX chez qui le Whole exome était négatif ou retrouvait un variant qui n'expliquait pas le tableau clinique. Est-ce que, parce que vous avez expliqué, vous avez présenté le score mendélien avec, lorsqu'il est supérieur à 3, on allait plus vers un Whole exome. Est-ce que si on a un score mendélien très important, je ne sais pas, au-dessus de 5 ou 6, est-ce que ça nous pousserait à aller peut-être directement au whole génome ou dès qu'on a un résultat négatif du whole exome, aller au whole génome? Merci. Mon point de vue, c'est que, notamment chez les patients comme ils pensent que c'est on peut peut-être, quel que soit l'avenir, maximiser les chances de se bénéficier le résultat des zones dans le on a toute l'information. Et ça, les zones, la meilleure
Ok, merci. C'est très clair, professeur Ménard. On va en profiter pour enchaîner avec la deuxième présentation, le docteur Noto. Alors, plus nécessaire de le présenter, hein, mais on le fait quand même. Docteur Noto. Le pointeur. Donc, néphrologue en Guadeloupe. Et nous aurons le plaisir de vous écouter sur l'épidémiologie des variants APOL1, donc à haut risque en Guadeloupe, et l'implication dans la maladie rénale chronique. Vous avez 20 minutes, docteur Noto. Donc, merci donc au GINAC, 4e édition, qui me donne l'occasion quand même de parler d'un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille depuis 3 ans. Et donc, sur cette présentation, j'ai un conflit d'intérêts. C'est que je suis investigateur principal d'un essai clinique thérapeutique où j'ai inclus 10 patients. Qui concerne l'APOL1, c'est-à-dire que le traitement qui cible les pores est créé sur les podocytes. Donc pour cette présentation, donc, je suis obligé de contextualiser, de mettre le rationnel parce que c'est une pathologie qui nous concerne, puisque c'est 70% d'afro-descendants. Et on a vu sur la première présentation que c'est vraiment différent, c'est l'APOL1 qui apparaît. Et après, quand ça n'apparaît pas, il y a d'autres, mais ça reste l'APOL1 en priorité. Donc, comment est-ce qu'on a abouti à l'audience d'APOL1, l'existence d'APOL1? Donc, il faut savoir que depuis qu'on fait de la dialyse, surtout les Américains, c'est eux qui ont les plus gros les data, ils ont remarqué qu'il y a 4 ou 5 fois de plus de malades dialysés chez les Afro-Américains par rapport aux Européens descendants ou aux Asiatiques. Et c'est vérifié aussi en Angleterre et même chez nous en France. Quand on regarde les données du registre 1, et tout le monde le sait, on a le double de la prévalence dans la France des Outre-mer en matière de prévalence et en insuffisance rénale chronique stade 5 dialysée. Dans un premier temps, les Américains, ils ont fait des recherches. Ils ont dit d'emblée, les afro-descendants, c'est eux qui ont des conditions socio-économiques défavorables. Ils n'ont pas d'assurance. Sûrement, c'est ça. Ils sont allés chercher. Il n'y avait pas de différence. Quand on compare au niveau socio-économique et même niveau socio-économique, il n'y avait pas de différence. Donc, en ce moment, ils sont allés regarder les génomes. Ils ont fait la génétique des dialysés afro-descendants par rapport aux autres, les Asiatiques descendants et les Européens descendants. Et ils ont remarqué qu'il y avait une anomalie qui se ressemble, qui sort au niveau du chromosome 22. Et du chromosome 22, ils sont allés plus loin et ça aboutit quand même à la mise en évidence de la mutation APOL1. C'est quoi le gène APOL1? C'est un gène qui a apparu donc, depuis plus de 10 000 ans en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest.
C'est un gène qui code pour la polypoprotéine L1 et qui est ubiquitaire, donc qui circule. Mais la particularité, ce gène, le G0, c'est le gène sauvage qui existe que chez les Européens, chez les Asiatiques, chez les Afro-descendants. En fait, il sert à faire de l'immunité innée. Mais il se fait qu'en Afrique, au sud du Sahara, il y a quand même une épidémie qu'on appelle la maladie du sommeil, transmise par la mouche tchétché. C'est la trypanosomiase humaine africaine. Et en fait, ça, c'est une maladie qui a tropisme neurologique et cardio. Donc, vous pouvez dormir, on peut vous brûler, vous ne vous réveillez pas. Donc, à partir de là, je pense que le gène G0, pour résister à la nature, les gènes se sont mutés et on a abouti aux gènes mutés G1 et G2. Donc, vous voyez, le G1, ce n'est pas substitution et le G2, ce n'est pas délétion. Et ces gènes-là ont permis de détruire, de pouvoir résister à cette maladie. Sauf que ce gène, les deux gènes mutés, sont délétères pour le rein, surtout pour les podocytes. Et comment on sait? On sait que quand vous avez la mutation APOL1, surtout les deux gènes mutés, mais en fait, depuis la grossesse, il y a un gros risque de prématurité, un gros risque de retard de croissance intra-utérine. Quand vous naissez, vous avez plus de risque de développer la maladie rénale chronique, une protéinurie, et à l'âge adulte, c'est fortement associé aux néphropathies non diabétiques, notamment liées au hyaluronate segmentaire focal. Donc ici, c'est le risque. Plus, là, pour la néphropathie diabétique, il n'y a pas beaucoup de... Le risque, il est très faible. Il n'y a aucun risque pour la néphropathie IgA. Mais tout le reste, quand vous avez la mutation, ça multiplie à la puissance n. Quand vous avez le lupus et la mutation APOL1, mais en fait, la maladie est plus grave. Regardez donc l'association, la fréquence de présence de gènes mutation biallélique APOL1 et la hyaluronate segmentaire focale, la néphropathie à VIH, jusqu'à la néphropathie et la glomérulonéphrie extramembraneuse. Et quand vous avez la mutation APOL1 biallélique, vous rentrez en dialyse 9 ou 12 ans plus tôt. Ce que montre cette étude-là. Et je n'oublie pas, quand vous êtes greffé d'un greffon d'un individu qui a la mutation biallélique, ben vous perdez plus tôt votre greffon. Alors, la mutation APOL1, qu'est-ce que ça fait? En fait, quand vous avez la mutation, vous êtes à risque de développer la maladie rénale, mais il faut un second hit, soit à l'occasion d'une infection, d'une exposition, comme on a dit, les pesticides, il y a tout un facteur qui est second hit, ça va activer et surtout l'inflammation, donc ça va faire activer les interleukines. Les interleukines vont faire fabriquer la protéine APOL1 qui va aller s'insérer sur la podocyte, qui crée des pores et ça va faire passer donc, des protéines et après ben, ça va aboutir quand même à l'involution et à l'insuffisance rénale chronique. Donc voilà, c'est ce qui est illustré. Et sur ces diapos, on voit quand même la stratégie thérapeutique. Soit on cible précocement la fabrication de la protéine APOL1 en bloquant. Donc il y a une étude phase 2. Soit on bloque là, c'est en phase 1 cette étude-là. L'étude la plus avancée en phase 3, c'est l'inaxaplin, qui va venir bloquer les pores créés sur les podocytes. Quelle est la prévalence? Ben, c'est plus fréquent en Afrique de l'Ouest, donc là, très peu fréquent là en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Donc en termes de, c'est le Nigeria et le Ghana où c'est vraiment très fréquent. On a des prévalences jusqu'à 50% dans la population qui ont la mutation biallélique. Et
avec la traite transatlantique, cette mutation a été propagée, surtout chez nous et surtout aux États-Unis. Donc, on trouve à peu près 13%. Dans les Caraïbes, il y a très peu d'études, mais on sait que c'est autour de 12% de mutations bialléliques. Chez nous, aux Antilles, en Guyane, il n'y a pas d'études à ce jour. Ce qui nous a conduit, en 2023, à quand même démarrer cette étude. Déjà, une première étude pour estimer la prévalence, ce qui permettra déjà de faire d'autres études. Donc, on s'est demandé quelle est la prévalence du génotype APOL1 à haut risque chez les Afro-Caribéens, Guadeloupéens, chez les maladies rénales chroniques stade 4. Est-ce qu'elle est supérieure à ce qui est décrit dans la littérature? Et après, quel est le profil clinico-biologique? Donc, comment on a procédé? On a fait une étude cas témoins. Donc là, les cas, donc, essentiellement, c'est 88 malades MRC stade 4, donc, qui sont au stade sévère, qui sont afro-caribéens, qui résident en Guadeloupe, et donc qui ont plus de 18 ans. Et donc, on a défini la mutation APOL1 à haut risque quand vous avez 2 gènes mutés. Et donc, la technique utilisée, c'est le TACMAN, et donc, qui a été utilisé. Et donc, nous avons collectionné les données clinico-biologiques. Pour les témoins, on a utilisé un DNATEC qui était disponible au labo de recherche. Déjà, et c'était 312 patients. Chez qui n'avaient pas d'insuffisance rénale. Et la seule chose, c'est qu'on n'avait pas eu accès aux données clinico-biologiques. Mais on savait qu'ils n'avaient pas d'insuffisance rénale. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour les 88 patients, ils sont quand même un peu vieux, 71 ans, et il y a plus d'hommes. Donc l'hypertension, bien sûr, était plus représentée. Et on retient quand même que le DFG moyen était à 23 millilitres minute. Après, donc, on avait qui a 70% qui étaient sous bloqueur de système. Et en termes de résultats de génotypage, pour les patients, c'est 45,6% qui avaient la mutation biallélique chez les 88 patients qu'on a, en sachant que on a pu génotyper que 79 parce qu'il y avait 9 patients à qui il fallait refaire. Mais on a trouvé 45,6%. Chez les témoins, qui ressemblent à la population générale, 11,2%. Quand on regarde en termes de quel gène est plus prédominant, on a le G de G0, c'est-à-dire que monoallélique, c'est 43% et 54%, c'était prédominant. Ensuite, le G2, il faut remarquer que tous nos patients, ils avaient au moins un gène muté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'est 100% de nos patients. Au moins un gène muté, et ce qui apparaissait, c'est surtout le G2. Quand on compare par rapport aux témoins, le G2 était présent dans 47% des cas versus 8% chez les témoins. Quand on compare le profil au risque, c'est-à-dire que 2 gènes mutés versus aucun gène ou un seul gène, qu'est-ce qui ressort? Les gens qui ont 2 gènes mutés, ils avaient quand même un débit de filtration plus bas, ce qui est logique. Et après, ce qui est ressorti, c'est que c'est les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui apparaissaient. On n'a pas pu analyser la protéinurie pour les deux, pour pouvoir les comparer, mais on a supposé que la protéinurie était très
peut-être il y avait plus de protéinurie dans ce groupe-là, qui a fait qu'il y avait beaucoup de bloqueurs du système rénine angiotensine. Quel commentaire on peut faire de ces résultats et par rapport à la littérature? Déjà, essentiellement, on sait que c'est 45, c'est presque la moitié des patients au stade 4 d'insuffisance rénale chronique. Quelle que soit l'étiologie, on n'a pas différencié. Ils sont diabétiques, pas rien du tout. C'est vraiment global, c'est presque la moitié. Dans la population générale, comme on a décrit, donc nous on a 11,2%. On est d'accord, ce qui est comparable, ce qui est décrit dans les Caraïbes et aux États-Unis. Ici, j'ai essayé de vous ressortir pour voir est-ce que ce qu'on a trouvé, et pour un peu justifier, donc j'ai repris 48 patients chez qui on a génotypé et parce qu'on savait qu'on devait rentrer dans un essai clinique. On a essayé de regarder qu'est-ce qu'on a trouvé sur les 48 patients, en sachant que le critère, il faut avoir un DFG autour de entre 75 et 27, ne pas être diabétique, ne pas avoir une néphropathie secondaire, c'est le lupus, tout était éliminé, avec une protéinurie supérieure à 0,7, et être âgé entre 18 et 65 ans. Donc, regardez ce qu'on a trouvé. 65% avaient la mutation biallélique. Et ces 82% avaient au moins un gène muté. Donc, ce qui confirme ce qu'on a pu trouver dans la population et MRC Stade 4 dans notre étude. Quand on regarde un peu dans la littérature, puisque cette étude a été menée, c'est assez récent, c'est une grosse étude, 4 témoins menés en Afrique, surtout par le groupe H, qu'on a vu le H3 Africa, c'est financement international où ils ont pris et fait pour avoir le génome, comme on vient de dire, de l'Afrique, pour pouvoir faire des études à comparaison à l'international. Sur ça, ils ont inclus 8000 patients, donc 5000 malades et 3000 témoins. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc, eux, ils ont inclus de stade 1 jusqu'à stade 5 dialysé. Ils ont biopsié certains. Ils ont trouvé une prévalence de 43% de mutations bialléliques. Pardon, ils ont trouvé un seul gène, c'est 43%, et c'est 30%, ce qui confirme qu'en Afrique, chez nous, c'est 11, 12%, 13%, et en Afrique, au sud du Sahara, c'est toujours 30%. Il y a un gap de 20% à peu près. Et ils ont quand même pu analyser le risque. Le risque, il est modéré par rapport à la maladie rénale. C'est le risque, il est de 1,25 à 1,34 versus les études afro-américaines où le risque dépasse 2, parfois jusqu'à 3. Donc, ils ont conclu dans cette étude que le gène, la mutation biallélique est plus fréquente en Afrique au sud du Sahara, mais elle est moins délétère. Là, cette étude en Amérique latine, ils ont pris juste les gens qui sont sur la liste d'attente de greffe au stade 5 de la maladie, ils ont trouvé 37%. Nous, on a trouvé 45%. Donc, et ils avaient le même risque que les études afro-américaines. Donc, est-ce qu'il existe un traitement? Oui. Actuellement, il y a plusieurs études, comme je vous ai montré dans le diapositive. La plus avancée, c'est l'étude Amplitude, inaxaplin, qui va se terminer en septembre. On a déjà inclus 450 patients. En tout cas, c'est 500 patients qu'il faut inclure. Et c'est les mêmes critères, comme je vous ai donné les données des 48 patients du service, c'est les mêmes critères. Et nous, on a pu quand même, nous, on participe. Bon, ça, c'était en mars, mais actuellement, on est à 10 patients.
Et d'ici septembre, on a 5 autres patients qui sont en cours de randomisation. Donc, en conclusion, quels sont les points forts? Donc, c'est la première étude. Donc, la première étude de la prévalence APOL1 en Guadeloupe. 88 patients. On sait qu'il y a un traitement actuellement et l'essai clinique en cours, donc ça c'est très bien. On n'a pas pu faire les analyses un peu plus poussées parce que il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte, ce qui fait que on doit travailler dans le cadre donc, de la SNAG à mettre en place quand même une étude vraiment plus poussée et anti-Guyane, une base de données qui nous permettra de faire toutes les analyses et pouvoir nous comparer par rapport aux données de la littérature. Je vous remercie. Merci, Dr Noto, pour cette présentation claire avec un peu un fil conducteur historique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Dr Noto, pour cette présentation. J'ai une question que je n'ai pas compris. Dans la cohorte, il y avait 11% de patients qui étaient à haut risque, témoins, qui étaient à haut risque. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi ils n'ont pas fait la néphropathie? Alors, comme le professeur Ménard a dit, la mutation APOL1, c'était un risque. Et comme j'ai projeté, on a vu le risque augmente en fonction de que vous avez lupus, que vous avez HSF, que vous avez... Voilà. Donc, il faut un second hit. Vous pouvez être là, vous avez fonction rénale normale, et à l'occasion, par exemple, d'une grippe, vous déclenchez l'inflammasome, tout le système inflammatoire, et puis c'est parti. Soit vous récupérez. J'ai une patiente qui a fait, elle était néphrotique, on l'a biopsiée, HSF collapsante, protéinure à 5 grammes, insuffisance rénale 300 micromoles. Et quand l'infection est passée, ça s'est normalisé. Mais par contre, on a eu une jeune de 29 ans, syndrome néphrotique, qui n'était pas connue. On fait la biopsie HSF, zéro fibrose. On démarre et la corticothérapie, elle fait toutes les complications au bout de 8 semaines. On arrête, on passe sous cyclosporine. Elle commence à développer une insuffisance rénale. Au bout d'1 an, elle est en dialyse. Okay, donc, c'est variable. Ok, merci, Facteur Dr de Noto. risque. On a une autre question pour le professeur Moran. Recherche clinique, c'est essentiel pour avancer. Et là, vous avez une population spécifique qui nécessite des investigations. Moi, j'ai 2 questions par rapport à votre étude. Donc, en fait, vous avez dépisté tous les patients avec une maladie rénale chronique, mais vous devez avoir des informations sur le phénotype clinique, le tableau syndromique, voire parfois la biopsie rénale. Donc, vous allez avoir les données. Ce serait très intéressant de décrire la prévalence de la mutation en fonction du phénotype clinique, parce que de HIT, ok, mais il y a des formes, finalement, on ne trouve pas le HIT, et pour voir un petit peu qui dépister. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, un peu plus large, excusez-moi, parce que moi, je le fais en pratique. Le néphrologue est souvent amené à gérer les femmes enceintes pour acheter à Gravidic, pour bilan de protéinurie, et il s'avère que c'est un moment propice chez les femmes pour découvrir précocement un terrain à risque rénal. Et en fait, la prééclampsie, comme vous l'avez dit, il y a peu de données dans la littérature, et c'est souvent un moment où on découvre des mutations donc de APOL1. Moi, je sais que dans ma pratique, c'est extrêmement rentable. Donc, est-ce que vous avez cette démarche? Excusez-moi pour mes 2 questions. Alors, donc, oui, pour le phénotype des 88 patients, j'ai un étudiant qui va soutenir bientôt. Donc, il est chargé de faire cette analyse-là, de reprendre toutes les données, y compris les biopsies. Et aussi parce que pour ces patients, on a au moins la moitié, on a le suivi. Il y en a pas mal qui sont rentrés en dialyse. Et donc, il va regarder aussi au moins la pente de croissance. Donc, oui, en général, le phénotype, comme c'est décrit, c'est des gens, tu découvres, il est jeune, il n'a pas d'antécédents, il a une insuffisance rénale, pas de protéinurie. Et tu dis, c'est bizarre. Tu le biopsies,
tu trouves une néphropathie vasculaire, mais il n'a jamais été hypertendu. Donc, et sinon l'autre phénotype, ben, c'est la protéinurie et qui amène à découvrir une HSF. Donc en général, ce sont ces phénotypes. Pour la seconde question, oui, donc le risque existe depuis la grossesse et l'évolution naturelle. Donc il y a un confrère en Guyane qui a déjà eu le financement. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'argent pour pouvoir mener cette étude. Il nous a dit il y a 1 an ou 2 ans, mais il a dit que bon, il demande un financement pour. Il y a une étude qui va se faire. Un complément d'information alors et ensuite on passera à la prochaine. Oui, parce que le collègue guyanais dont on parle, c'est moi. Donc en fait, effectivement, c'est une très bonne remarque. Nous sommes en cours de mise en place de ce projet. En tout cas, le projet est déjà écrit. Ça sera une étude prospective où on va recruter les patientes à partir de la 20e semaine de grossesse, celles qui vont présenter une prééclampsie. Et ces patientes vont bénéficier d'un séquençage. Et après, on fera un suivi normalement sur 2 ans. Et le outcome, ça sera soit une persistance de la protéinurie après la grossesse ou l'apparition secondaire d'une protéinurie ou d'une insuffisance rénale. Donc, on avait déjà reçu un premier financement de l'AIRG, mais ce n'est pas suffisant parce que bon, de plus en plus, le projet est intéressant et on voudrait l'étendre. Peut-être même qu'on va solliciter des collaborations avec les 2 autres territoires pour pouvoir faire une étude de plus grande ampleur. Mais en tout cas, cette réflexion est en cours et il y a une étude qui est en chemin. Voilà. Ok, merci pour ce complément très intéressant. Merci, Dr Noto, pour cette présentation. Et si vous voulez bien, on enchaîne avec le Dr Leclerc pour poursuivre cette session de néphrogénomique, qui est néphrologue au CHU de Martinique. Elle nous présente aujourd'hui l'apport de la génétique dans la prise en charge des néphropathies indéterminées. Bonjour à tous. Bon, merci à Cédric de m'avoir mis après professeur Ménard et docteur Noto. Donc moi, je suis moins rodée pour les présentations. Donc désolée, hein, je vais essayer d'être un peu plus tolérant. Je vais parler finalement de... Donc, je vais parler un peu de la même chose, hein, de polymorphisme apoélin à haut risque, et aussi un peu de données justement en Martinique. Alors, donc nous, on va s'intéresser surtout aux néphropathies indéterminées dans cette session. Alors, pourquoi faire de la génétique dans les néphropathies indéterminées ? Déjà parce que les néphropathies indéterminées, finalement, c'est assez fréquent. On dénombre à peu près 15% des patients avec une insuffisance rénale terminale d'après le registre rein 2024 qui n'ont pas de diagnostic précis, à peu près la même chose aux États-Unis. Et maintenant, avec le développement de la génétique, on commence à avoir des rendements diagnostiques de plus en plus importants. Donc, notamment, il y a une étude récente de Necker chez des patients en bilan pré-greffe qui retrouvait à peu près 36% de diagnostic génétique chez les patients avec des néphropathies dites indéterminées. Avec une étude plus large, notamment en Europe et aussi aux États-Unis, à peu près 17% des patients avec une néphropathie indéterminée avaient un diagnostic de posé. Et enfin, en Irlande, une cohorte quand même plus loin de nos populations, il y avait 47% de diagnostics réalisés. Ça met du temps un peu, non? Donc là, on va passer rapidement, mais c'était juste pour vous montrer un peu finalement le rendement diagnostique de nos jours quand on fait de la génétique dans les différents types de pathologies rénales.
Et donc là, pour les patients avec une néphropathie indéterminée, cette revue mettait en évidence un diagnostic posé dans 40% des cas. Un petit rappel sur les néphropathies qu'on retrouve quand on fait de la génétique, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer. Et enfin, pourquoi faire de la génétique? C'est surtout pour avoir un diagnostic précis et orienter ensuite vraiment de façon la plus adaptée possible la prise en charge du patient. Donc déjà, pour épargner par exemple les patients de traitements lourds, notamment dans les syndromes néphrotiques, on sait que les patients avec un polymorphisme ApoE1 à haut risque ou les patients avec des mutations génétiques ne vont pas répondre aux traitements immunosuppresseurs. Pour la recherche, donc Dr Noto en a bien parlé, il y a des traitements ciblés qui sont en cours de conception. Pour les patients en bilan pré-greffe aussi, pour mieux orienter donc, la prise en charge du patient, éviter de greffer le patient avec un rein de donneur apparenté qui est également porteur de mutations génétiques, par exemple. Pour prévenir le risque de récidive, il y a des néphropathies génétiques qui peuvent récidiver sur le greffon. Et enfin, un intérêt de prévention, puisque finalement, des patients avec des mutations génétiques peuvent avoir des anomalies à d'autres organes. Dépister les apparentés qui sont peut-être à des stades où on peut encore agir pour éviter que la néphropathie s'aggrave davantage. Et enfin, en préconceptionnel. Bon, on va passer. Enfin, donc on va s'intéresser plus particulièrement aux Antilles-Guyane. D'après le registre en 2024, chez nous, les néphropathies indéterminées représentent à peu près 20% des insuffisances rénales terminales. On constate aussi que la population est souvent plus jeune. Donc on peut se poser plus la question d'une néphropathie d'origine génétique. Et donc on en a parlé et reparlé, le polymorphisme ApoE1 à haut risque est très prévalent dans notre population, avec un risque de développer une maladie rénale chronique de plus de 25% et 84% d'HSF. Donc ça date un petit peu maintenant, mais finalement j'avais eu l'idée un petit peu avant Dr Noto. Quand j'étais, donc c'était une population un peu moins importante, mais donc j'ai travaillé un peu à la STER, donc au centre de dialyse de la clinique Saint-Paul géré par le docteur Emal, et j'étais assez étonnée de voir un nombre important de patients assez jeunes avec une néphropathie donc dite indéterminée. Et donc j'ai essayé je me suis dit pourquoi pas faire de la génétique pour savoir ce qu'ils ont vraiment. Bon, donc on s'est intéressé surtout aux patients qui avaient soit une néphropathie indéterminée, donc avec une insuffisance rénale stade 4 avant l'âge de 45 ans. C'était les critères demandés par les laboratoires de génétique à l'époque. Donc j'avais re-regardé un peu les données pour, par exemple, reclasser des patients avec des néphropathies classées hypertensives en néphropathie indéterminée. Et j'ai aussi, il y avait une patiente qui avait une néphropathie tubulaire interstitielle chronique, je l'avais aussi incluse. Et on s'est aussi intéressé au syndrome néphrotique cortico-résistant. Donc les analyses génétiques en question, c'était des panels de gènes, donc 228 gènes pour la néphropathie indéterminée et 66 gènes pour le syndrome néphrotique cortico-résistant. Et c'était fait la plupart du temps à Necker. C'était donc une étude rétrospective, donc j'ai récolté les données via hémodialyse ou les archives papier que j'ai fait sortir, et parfois je complétais avec l'interrogatoire des patients. Donc j'avais comparé à l'époque les données des patients avec qui les données des patients qui avaient un polymorphisme ApoE1 à haut risque ou non. Mais c'est vrai que c'est un petit échantillon, donc il n'y avait pas vraiment de différence significative. Et comme on n'a pas forcément trop de temps, j'ai zappé cette partie. Donc voici les patients qui ont été inclus. Donc il y avait 145 patients qui étaient dialysés dans le centre à l'époque. Il y a 30 patients qui avaient une indication génotypée, donc soit à peu près 21%, donc c'est quand même une prévalence importante. Avec donc 8 patients qui avaient un syndrome néphrotique cortico-résistant, 21 qui avaient une néphropathie indéterminée et une patiente dont je vous ai parlé qui avait une NTIC.
Et au final, donc, je n'avais pas les résultats de 3 patients, donc il y a 27 patients donc, dont je vais vous présenter les résultats. Donc, pour ce qui est des patients avec un syndrome néphrotique cortico-résistant, il y avait donc 71% de patients qui étaient des hommes, avec un âge moyen de 36 ans, et donc on constatait aussi une prévalence très importante du polymorphisme apoélin à haut risque, avec 71% de patients positifs. Il n'y avait pas de mutation génétique retrouvée par ailleurs, même chez une patiente qui avait quand même une histoire familiale importante, avec 3 frères avec une cécité congénitale. Elle-même, elle avait un retard mental, une dysmorphie faciale et une surdité de perception bilatérale. Donc il n'y a pas eu d'analyse supplémentaire faite pour cette patiente, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant. Je ne m'attarde pas sur les données de ces patients, mais s'il y a des questions, on pourra revenir sur le tableau. Pour les patients avec une néphropathie indéterminée, donc je n'ai pas mis forcément tous les patients, mais de la même façon, c'était des patients plus souvent des masculins, avec un âge un peu plus élevé de 47-48 ans, un polymorphisme apoélin à risque aussi très élevé à 63%, et on retrouvait quelques mutations génétiques à côté, mais finalement donc 2 mutations de chaîne de Col4A, mais de signification encore indéterminée. Un patient donc, avait aussi un polymorphisme apoélin à haut risque associé. Et à noter que c'est une famille qui est quand même assez connue. Il y a plusieurs patients qui sont dialysés à l'hôpital actuellement. Donc peut-être une synergie de ces deux variants génétiques. Et enfin, donc un patient qui avait une délétion de NPHP1 mais de façon hétérozygote, donc pas pathogène, et un patient qui avait donc une mutation de NUP 160 à l'état homozygote mais qui n'avait pas encore été décrite. Donc là, c'est les 4 patients qui avaient des mutations en particulier. Donc le patient avec la famille, avec les plusieurs patients qui sont dialysés à l'hôpital, on se posait la question d'une association des deux variants qui faisait que la néphropathie se développait plus. Donc une étude de ségrégation à réaliser, mais qui n'a pas en réalité été faite. Il y a juste son neveu au patient qui était aussi hémodialysé et qui a été greffé, à qui on avait fait avec Madame Ballard du coup la recherche des anomalies, mais je n'ai pas eu le résultat, donc il faudra qu'on revienne dessus. Le patient ici, on a fait dépister la compagne et je n'ai pas les résultats, mais ils ont eu un enfant qui est en bonne santé en tout cas. Et le patient qui avait des mutations qui n'avaient pas encore été décrites de NUP 160, donc il fallait réaliser une étude de l'ARN, mais le patient, ça l'embêtait. Enfin, je l'ai relancé plusieurs fois, on n'a jamais fait au final. Donc les apports ici dans notre étude, donc on constate un niveau diagnostique, donc une prévalence élevée du polymorphisme apoélin à haut risque, avec autour de 60-70%. Donc c'est semblable à ce qui a été retrouvé dans l'étude de Necker chez des patients aussi antillais, à la différence, puisqu'il comparait à des patients africains, une prévalence de apoélin à haut risque beaucoup moins, vraiment moindre. Le docteur Noto en a aussi parlé. Chez les patients afro-américains, on est plutôt à 30%, et chez des patients plutôt à l'âge pédiatrique, on était aussi à des valeurs moindres. Effectivement, donc on a aussi retrouvé quelques variants, mais l'échantillon était assez petit, donc forcément moins de risque de retrouver des mutations, mais c'était surtout des mutations de Col4A, et donc c'est ce qui est décrit dans la littérature. Enfin, donc c'était des panels, donc forcément on ne pouvait pas diagnostiquer toutes les éventuelles mutations. Juste donc un petit diagramme pour vous montrer qu'en fait, finalement, les panels, ça a vraiment ses limites, puisqu'on a beau décrire un phénotype, finalement, les mutations qu'on va retrouver quand on va faire les analyses avec l'exome vont pas concorder avec ce qu'on avait décrit au niveau du phénotype.
L'intérêt au niveau de la recherche, donc on a parlé de l'interaction éventuelle de variants de ApoE1 et de Col4A. Ça a été décrit pour d'autres mutations, notamment pour le gène de la podocine avec Col4A. Il y avait donc une potentialisation de l'effet pathogène. Et enfin, donc, découverte de nouveaux variants pathogènes pour nuisance passante et éventuellement Col4A3. Enfin, forcément, des apports en termes de prévention et de traitement. Et donc, on en a parlé, c'est le dépistage des apparentés pour le patient ici, le dépistage de la compagne ici, le diagnostic d'autres variants. Et donc là, on va s'intéresser donc effectivement à l'intérêt surtout thérapeutique avec ApoE1. Le docteur Noto en a déjà parlé. Donc effectivement, une petite anecdote, en fait, il y a un patient qui, justement au Ghana, avait développé la trypanosomiase alors qu'il était ApoE1 à haut risque. Et en fait, on a découvert qu'il avait un variant de PN264K de ApoE1 qui finalement, quand on regarde ça chez d'autres patients, est protecteur. Donc là, vous avez les patients avec une néphropathie, une maladie rénale chronique, les patients avec une maladie rénale terminale. Quand le patient est ApoE1 à haut risque sans variation de variant N, le patient a un surrisque de 72% de développer une maladie rénale et à peu près 3-4 fois de développer une maladie rénale terminale. Et donc cette étude-là avait aussi regardé un peu l'effet in vitro. Et effectivement, il y avait cet effet, il y avait des arguments en faveur d'une moindre production de pores. Donc, comme on a expliqué, c'est l'effet pathogène sur les podocytes qui est retrouvé avec ApoE1 à risque. Donc, l'inaxaplin, le docteur Noto en a parlé. Donc, on n'a pas encore les résultats de l'étude de phase 3. Ah mince, donc, dans l'étude de phase 1, il y avait 12 sur 13 patients donc avec une HSF liée à ApoE1, avec une protéinurie de rang néphrotique qui avait une réduction d'à peu près 50% de leur protéinurie, indépendante des autres traitements pris à ce moment-là, et avec un effet on-off, c'est-à-dire qu'à l'arrêt du traitement, les patients avaient une protéinurie qui revenait. Donc, en conclusion, il y a une participation importante du polymorphisme ApoE1 au risque en Martinique, donc intérêt de les diagnostiquer pour créer des cohortes à étudier et travailler sur les thérapeutiques. De la même façon, il faudrait qu'on arrive plus à génotyper, à trouver les autres mutations génétiques pour aussi adapter la prise en charge de façon la plus pertinente possible. En pratique, en Martinique, donc j'avais évoqué ces trois choses-là. Donc le fait que comme c'est très fréquent chez nous, pourquoi ne pas faire le génotypage chez nous? Comme du coup il y en a besoin, collaborer peut-être avec des centres de référence, puisque finalement nous, à notre niveau, on est quand même assez peu dotés en généticiens. Et en fait, aussi informer que c'est possible de faire le génotypage ici, même si on est loin de l'Hexagone. Et donc l'état actuel des choses, c'est que pour l'instant, ApoE1, on le fait toujours à l'HEGP, avec un délai de à peu près 1 mois de rendu, mais avec des pertes de résultats encore. Ensuite, effectivement, il y a le plan France Génomique qui est de 2025 qui a mis en place des RCP. Moi, pour l'instant, je n'y ai pas participé, mais peut-être que Cédric déjà. Il y a toujours la télémédecine qui est en développement, donc effectivement, on pourrait développer ce genre de consultation en visio. Et enfin, on a discuté avec Madame Vallard pour qu'elle s'associe à nous pour faire des consultations un peu plus poussées pour les cas un peu complexes. Et enfin, donc, on continue d'essayer d'informer les néphrologues locaux qu'on peut faire de la génétique. Donc juste un petit point sur le plan France Médecine Génomique 2025 qui vise donc à promouvoir l'accès au séquençage génomique à très haut débit et qui a bien donc structuré les choses pour qu'on sache quoi faire à quel moment et pour quel patient. En pratique, en fait, donc, ce plan fait que du coup, pour à peu près 80 indications, on peut avoir accès à des RCP nationales. Alors, soit donc les néphropathies chroniques en font partie,
soit donc on a un phénotype clair, et donc dans ces cas-là, on va avoir une liste de pathologies avec les documents qui sont bien en ligne sur le site de ORCID. Donc là, quand vous cliquez par exemple sur acidose tubulaire distale, vous avez toute la fiche de renseignement à remplir, là où il faut envoyer les prélèvements, etc. Par contre, si ce n'est pas très clair, donc là, vous pouvez solliciter une RCP, et de la même façon, il y a des documents à remplir et à envoyer. Non, c'était pas fini. Bon, alors du coup, il y avait une dernière diapositive sur un autre moyen de faire de la génétique chez les patients avec une néphropathie indéterminée, c'est les laboratoires Biomnis. En fait, ils font de l'exome depuis un certain nombre d'années, mais on n'était pas forcément au courant. Et il faut savoir que Biomnis, finalement, c'est le laboratoire qui va s'occuper de tous les examens un peu particuliers non faits sur place. Et donc l'exome en fait partie. Donc en pratique, il suffit finalement d'avoir un patient chez qui on suspecte une néphropathie indéterminée. Il y a un fichier à remplir, on envoie le prélèvement, donc ça passe par l'hôpital obligatoirement, et la prescription doit se faire par un médecin hospitalier, sinon c'est à la charge du prescripteur. Et on a quand même un rendu assez rapide au bout d'un mois à peu près. Au cours de ce mois-ci, on va avoir une réunion avec le biologiste qui va du coup confronter les résultats qu'il a trouvés à vos données, et après on vous rend un diagnostic final. Il faut savoir qu'en plus, c'est finalement moins cher que de passer par les filières hospitalières. Ça coûte à peu près 1 000 €, alors que pour des panels et non exomes, c'était à peu près 3 000 € quand j'ai fait les études du coup en 2022. Et il faut savoir qu'on en a parlé, l'exome final, il y a quand même plus de chances de trouver un vrai diagnostic que les panels. Voilà, merci pour votre attention. Ok, merci Dr Leclerc pour cette présentation très très claire. Moi j'ai une question pour commencer, voyons que pas de mains sont levées. Dans ta pratique, au vu des travaux que tu as effectués, est-ce que tu pourrais identifier le principal frein auquel tu as été exposé? Est-ce que c'était identifier les bons patients? Bon, là, en l'occurrence, toi, dans ton étude, tu avais déjà les consignes au vu des critères des tests génétiques, à savoir les patients, tu avais décrit entre l'âge et le DFG, mais l'accès aux tests génétiques ou alors interpréter les résultats. Qu'est-ce qui, pour toi, était vraiment la difficulté majeure? Pas interpréter les résultats, parce que finalement, dans les résultats qui sont rendus, c'est bien marqué en fait quoi faire. Mais par contre, par contre faire savoir qui diagnostiquer, là j'ai dû chercher un peu plus. Mais à l'époque c'était moins structuré, mais j'avais la chance quand même du coup d'être passée à Necker et donc d'avoir des contacts de médecins qui ont participé à des études génétiques. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en contact pour faire mes études. Ok, merci. Une question? Bonjour, Joëlle Clodéon du CHU de Guadeloupe. Je suis contente, Alison, de voir tes résultats, parce que de la même façon dont tu as travaillé sur les patients dialysés, on travaille sur les patients pré-greffe, notamment les néphropathies indéterminées, et le rendement est bien meilleur que celui chez nous, que celui que tu as présenté. Par exemple, on a bilanté sur le plan génétique, dans le cadre du bilan pré-greffe, à peu près 50 patients qui avaient soit des néphropathies indéterminées à un âge précoce avant 40 ans, ce sont les prélèvements qu'on envoyait à Necker, soit les patients qui avaient des antécédents familiaux et des phénotypes un petit peu particuliers qui ont été bilantés via l'exome à Biomnis. Ce qui est ressorti au-delà de ApoL1, effectivement, comme toi, la polykystose, le PKD1, l'UMOD qui ressort aussi beaucoup dans nos résultats. Et c'est vrai que 3/4 des patients, nous n'avons pas d'anomalie génétique décelée malgré
les antécédents familiaux et un syndrome qui nous poussait à rechercher une pathologie génétique. On a même chez une famille qui présente tout le phénotype d'un syndrome d'Alport, pas réussi à mettre en évidence la mutation. Donc je pense que nous sommes très proches sur le plan géographique. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à colliger nos données de bilan génétique pour pouvoir en ressortir quelque chose. Parce que UMOD, ça sort quand même beaucoup. On a notre 3e famille UMOD génotypée, là, il y a une semaine. Oui, effectivement, Cédric et moi, on a aussi une famille UMOD là, qu'on a diagnostiquée il n'y a pas très longtemps. Une patiente qui était adressée pour une protéinurie post-grossesse. Moi, j'ai repris le suivi d'une dame qui était étiquetée néphropathie hypertensive, pareil, depuis les âges de la grossesse. Et en fait, le fils et donc le frère de la première patiente avait une goutte. Et c'est aussi UMOD. Oui, merci pour votre très belle étude et votre démarche. Deux questions. En fait, vous allez dépister des patients extrêmement sévères puisqu'ils sont dialysés. Donc, en termes de thérapeutique, on est un peu pauvre. Hein. Mais du coup, l'intérêt, moi j'ai 2 questions. C'est cette population parmi vos dialysés, est-ce qu'ils sont à plus haut risque cardiovasculaire? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, en fait, dans l'approche génétique, ce qui est important, c'est quelque part, c'est pas forcément pour eux que le dépistage est le plus important, mais pour la famille. C'est-à-dire que c'est des cas index. Et donc, du coup, est-ce que vous travaillez avec un généticien médical ou est-ce que vous avez cette possibilité? Et ce qui serait très important, très intéressant, c'est de voir, à partir de ce dépistage chez les patients dialysés, combien, pour chaque patient index, combien de cas vous identifiez dans une famille pour derrière faire de la prévention pour les parents de ce sujet. Alors, du coup, pour ApoE1 à haut risque, je pense pas qu'il y ait d'intérêt à dépister vraiment la famille, puisque la maladie ne va pas forcément se développer au final. Parce qu'il y a un trigger au final qui... Dans la famille, il y a des membres qui sont à risque cardiovasculaire. Moi, j'avais la notion que c'était intéressant de faire un dépistage. Ceux qui sont asymptomatiques, mais un sujet hypertendu ou qui a des événements cardiovasculaires, il y a, à ma connaissance, un intérêt à les faire le dépistage. Alors, je n'ai pas regardé les données par rapport au risque cardiovasculaire, mais il me semble avoir vu dans une étude pas très ancienne que justement cette hypothèse-là avait été écartée. Je ne sais pas si Cédric ou Dr Noto, vous avez des données à ce niveau-là. Même la ApoE1 est une seule mutation, c'est-à-dire que même quand tu as mutation monoallélique, dans l'étude qui a été publiée en 2025, ils ont pu démontrer que le risque va de 1,25 à 1,37. C'est-à-dire qu'il y a, quand tu as une seule mutation, avant on ne savait pas. Donc en fait, si tu découvres la ApoE1 chez un patient dialysé ou j'en sais rien, il va falloir quand même dire à la famille, puisque déjà c'est afrodescendant, on est déjà à risque. On a le double de la prévalence, de dire de faire encore attention parce que l'hypertension est assez prévalente, le diabète assez prévalente, mais il faut leur dire attention, donc ils vont faire un peu plus de attention, c'est ça. Mais il n'y a pas un conseil génétique, mais c'est toi le praticien qui doit quand même informer. Alors justement, merci pour cette transition toute trouvée pour notre table ronde qui vise à discuter un peu du parcours patient finalement aux Antilles. Et pour répondre à la question initiale qui était de la présence d'un généticien médical, il faut savoir qu'en Martinique, on n'en a pas. Et vous avez ici la seule conseillère en génétique du registre constitutionnel qui essaie de servir au mieux plusieurs pathologies et donc invité tout récemment à rejoindre cette dimension de néphropathie. Donc, tout à construire chez nous. J'ai entendu quelqu'un parler de la Guadeloupe qui a peut-être un parcours différent et qui a la chance effectivement d'avoir une généticienne sur place. Peut-être aussi la Guyane a un parcours. Alors, est-ce que les parcours sont différents? Comment ça se passe, la prise en charge et cette question d'investigation néphrogénomique ou néphrogénétique chez vous? Alors, en Guadeloupe, donc, il y a 2 cas.
quand c'est à Poëlin, c'est clair, on a défini et avec la généticienne et son équipe, c'est le néphrologue, il fait le reste. Il n'y a pas besoin d'adresser le patient. Mais pour tout le reste, il y a une consultation. Et une consultation. À quel moment? Avant, après? Et nous, comme par exemple on fait dans le cadre du bilan des néphropathies, ça veut dire qu'on n'a pas, bon, nous on part pour chercher, mais une fois qu'on a fait, on sait que, attention, on trouve autre chose, on informe la généticienne, et puis ben, on envoie les résultats, et puis ben, elle planifie une consultation, et pour reprendre la... Et notamment par rapport à la biopsie rénale. Parce que ça, c'est notamment dans les... Il y a des travaux qui évoqueraient même l'utilisation des tests génomiques avant même la biopsie rénale. Est-ce qu'en Guadeloupe, vous avez un peu statué là-dessus ou alors vous restez sur la méthode classique, biopsie rénale? Et nous, on est très biopsie. C'est sûr qu'on a bien vu dans... Le professeur Mena a présenté, ils ont dit les Antilles. Nous, on en fait beaucoup. Ça, c'est sûr. Parce qu'on s'est dit, il y a trop de néphropathie indéterminée. Nous sommes un centre de greffe. C'est vrai, au-delà de faire la génétique, il faut déjà pouvoir élucider ce qu'il y a à l'histologie. Et ça a bien démontré que même les reins à 9 cm, il y en a à 8 cm. Quand le cortex il est biopsiable, on a 99% des cas, on a pu avoir l'histologie de base. Ok, merci. Alors, ce n'est pas tant une question, mais que certaines réflexions. De toute façon, c'est le principe de cette table ronde. Donc, moi, je suis médecin néphrologue en libéral. Donc, en consultation, il y a souvent cette problématique de se dire « Ah, on sent qu'il y a quelque chose ». Souvent, on peut avoir des noms de patients, des noms qui reviennent, et que ce soit en salle de dialyse ou en consultation, on sait qu'il se passe quelque chose. Il est vrai que moi, en tant que médecin, néphrologue, pas forcément formé à la génétique ou au conseil génétique, je suis un peu perdue. D'une part, à savoir mais comment on en parle au niveau de la famille, est-ce qu'on viole éventuellement un secret génétique, enfin un secret familial, qu'est-ce qu'on va lever comme lièvre, etc. C'est toujours un peu problématique, première chose. Deuxième chose, finalement, quelle mutation chercher, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait une mutation simple, alors que si c'est une polykystose rénale, bon, on connaît à peu près le parcours, mais lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose, peut-être une suspicion du mode ou autre chose, qu'est-ce qu'on fait, quel exome on va explorer, et enfin, lorsqu'on est médecin en ville et qu'on est en dehors du CHU, il est compliqué de pouvoir faire l'analyse génétique. Certes, il va falloir prélever le consentement, donc on appelle nos collègues. J'ai tendance parfois à contacter Joël pour avoir 1, 2 ou 3 documents. Le médecin du CHU ne connaît pas forcément le patient, donc je pense que ça revient à nous, peut-être en tant que médecin clinicien, à revoir le patient pour faire l'enquête génétique, ensuite envoyer les documents, ensuite que le patient soit convoqué, qu'il soit prélevé. En fait, le parcours est perfectible. Et il est vrai qu'il manque, il y a la consultation génétique, j'ai compris qu'elle existe, mais certaines fois, les délais sont trop longs. Donc, il est vrai que ce serait intéressant, au final, d'essayer de trouver une espèce de parcours un peu harmonisé, rentrer une filière qui nous ferait gagner du temps, parce qu'on voit qu'en vrai, il y a énormément de génétique à trouver avec des impacts tant sur le plan thérapeutique et pronostic pour ces patients. Voilà. Merci. Merci pour le retour d'expérience. Je vais faire pareil. Juste pour vous dire que nous, et puis j'en profite du coup aussi de parler de ces aspects-là pour situer, rappeler effectivement que la génétique, on l'a compris là, avec toute cette matinée, est indispensable pour la prise en charge. Elle est pourtant, heureusement, très régulée sur le plan légal. Et donc c'est vrai que prescrire un examen génétique, même malgré les enjeux qu'on a décrits, ça se fait effectivement dans un cadre particulier. Ce cadre, c'est un examen génétique qui est prescrit par un spécialiste nécessairement. Et Alison nous a rappelé qu'en général, ça se fait plutôt en cadre hospitalier, mais pas forcément.
moi, j'ai l'expérience justement avec une néphrologue de ville qui n'a pas hésité là, ces derniers temps à m'adresser aux patients pour lesquels elle avait des suspicions génétiques. Donc, elle m'envoie les patients avec tout son phénotypage et sa description voilà, à ce niveau-là. Des fois, parce que je pense qu'elle est très qualifiée là-dessus, elle me dit même quel gène elle imagine qu'on risque de trouver. C'est un avantage en fait, parce que ça lui enlève toute cette dimension que vous jugez complexe, qui est de l'information. Parce que prescrire un examen génétique, c'est engager les personnes aussi en termes de responsabilité civile et pénale, parce que la loi dit que si une personne détient une information de registre qui peut être bénéfique pour sa famille et qu'elle ne fait pas le nécessaire, elle peut être attaquée sur le plan pénal. Donc, quand on prescrit l'examen génétique, ce fameux consentement libre et éclairé, il doit vraiment être libre et surtout très éclairé sur tous ces aspects-là, qui sont, comme vous dites, peut-être secondaires pour vous qui traitez un patient, mais importants quand même, parce que derrière ce patient, il y a peut-être d'autres patients qui vont arriver. Donc cette consultation d'information qui est sacralisée avec la conscience génétique, ça se passe comme ça en tout cas de mon expérience, ça permet de baliser tout ça. Quand l'examen génétique revient, en général, il revient à ma consultation et ça me permet de décrypter tout ce qu'il y a à décrypter avec le patient dans un premier temps et d'informer tout de suite, du coup, la néphrologue, en l'occurrence avec qui j'ai travaillé sur ces quelques situations que j'ai en tête, pour qu'elle puisse dérouler ce qui a déroulé et à ce moment-là, référer, selon les résultats, au milieu hospitalier et adapter. Donc, je pense que si vous avez une équipe en Guadeloupe avec une conseillère en génétique sur place, il faudrait essayer de réduire les délais en la chopant elle, parce que fatalement, les délais avec la conseillère sont moindres qu'avec le généticien. Oui, bonjour. Moi qui j'ai quelques années d'exercice ici, moi je suis toujours scotché par le nombre de patients qu'on reçoit, vous savez, une néphropathie, et puis quelques années après, il y a la sœur qui arrive avec une néphropathie, et ça n'a rien à voir avec ni l'alporte, ni la polykystose. Et on en a beaucoup comme ça. Et j'avoue qu'on n'avait pas les moyens de faire ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, enfin, à part effectivement vous adresser, mais enfin, les réticences des patients sont des fois terribles, même si on sait qu'il y a dans la famille, et puis vous disent non. Donc c'est vrai que comment faire pour les cibler? Alors, je serais tentée de dire que le point de départ initial, c'est toujours votre cas index. Hein. C'est un patient qui est suivi. Le plus important, c'est peut-être savoir jusqu'à quel point lui, il a envie de s'en sortir. Ça, c'est le point de départ. Et dans cette dimension, peut-être réussir à inscrire la génétique, parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, hein, comme on l'a montré encore toute la matinée, la caractéristique génétique va peut-être changer la trajectoire. Donc, convaincre d'abord le patient en intégrant cette dimension génétique, parfois culpabilisante, et puis attachée à des tabous familiaux, ça existe, tout ça fait partie du jeu. Mais si vous réussissez à le convaincre lui, et que vous l'adressez à une consultation avec un conseiller, sans doute qu'il y aura possibilité de faire tomber les limites, peut-être, en tout cas en accompagnant ces limites du respect du secret médical, parce que cette donnée génétique, même si elle est familiale et partagée d'emblée, on a des stratégies finalement pour pouvoir protéger le secret médical, la liberté de savoir, de ne pas savoir, etc., etc. Et tout ça se manage en consultation spécialisée. Mais d'abord, réussir à le convaincre, lui, que la génétique peut changer la trajectoire. Mais j'ai l'impression qu'on y arrive là. Donc, en ce qui concerne la Guyane, donc actuellement on a un généticien en Guyane, mais ce qui est vrai, c'est que il avait toujours travaillé avant avec les pédiatres surtout, parce que en Guyane, on a quand même pas mal de maladies génétiques qu'on dépiste à l'enfance, notamment par exemple la maladie de Pompe, où on a une des prévalences les plus élevées aux Antilles-Guyane et même comparé à la France métropolitaine. Donc notre généticien est plutôt déjà rodé dans cet exercice, mais surtout côté pédiatrique. Côté adulte, c'était initialement au cas par cas qu'on l'associait, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met le patient en consultation. Dès qu'il y a besoin, dès que nous, de notre côté, on pose l'indication d'un examen génétique, on met le patient en consultation. On discute déjà au préalable avec lui
on met le patient en consultation avec lui et il fait le reste. Mais de plus en plus, on est en train vraiment de mieux construire ce parcours, surtout que bon, ça a été aussi motivé par les différents projets de recherche. On veut se mettre aussi dans cette mouvance. Notamment, on avait même fait un projet pour justement les maladies rénales d'origine indéterminée, dont on a longuement parlé ici précédemment, parce que le constat est le même. On a plusieurs patients qui arrivent en dialyse et surtout qu'on va peut-être adresser à la greffe sans qu'on sache leur néphropathie de base. Donc, il y a soit des patients vraiment chez qui les investigations ont été menées jusqu'au bout et qu'on n'a rien trouvé. Il y a des patients qu'on a reçus malheureusement à un stade très avancé et que le bilan biologique n'a rien donné, mais pas de possibilité de biopsie. Et il y en a d'autres qui ont été étiquetés néphropathie hypertensive, mais sans preuve. Donc, on avait d'ailleurs monté un projet comme ça pour faire un génome complet à tous ces patients étiquetés maladie rénale d'origine indéterminée. Bon, on avait déposé le projet au GIRC SOO. Malheureusement, on est arrivé 9e au classement et ils ont financé les 8 premiers. Bon, on va encore relancer le projet, mais depuis que ces projets se mettent en place, là, on est en train de bien structurer vraiment le parcours en le mettant le généticien au centre. Donc, mais on commence toujours par la biopsie et les autres investigations. Si on sent que on est dans l'impasse diagnostique, en ce moment-là, on adresse le patient au généticien. Mais c'est vrai qu'on a eu à faire aussi je me rappelle les quelques résultats qu'on a jusque-là, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. On est allé jusqu'à la génétique, mais on n'a rien. Donc, ce sont des patients qui restent à ce jour encore maladie rénale d'origine indéterminée. Ok, merci pour ce retour de la Guyane. Une autre question? Ouais, moi, Docteur j'avais une question plutôt sur, parce qu'on parle de néphrogénétique depuis le début, mais finalement, la génétique au sens large, c'est très régulé. Et on a un souci qui est que normalement, on n'est pas censé communiquer les résultats génétiques en dehors de la consultation avec le patient. Et donc, comment est-ce qu'on coordonne justement l'aspect génétique sur la prise en charge globale du patient dans des tableaux qui dépassent la néphrologie, dans des tableaux de neurodéveloppement, etc., pour coordonner tous les acteurs? Et quelle implication ça va avoir sur la famille et comment est-ce qu'on coordonne le tout, puisqu'on est souvent un peu les pieds et mains liés par ce secret médical justement et parfois le tabou familial qui en découle aussi. Si j'ai bien compris la question, c'est comment on gère les données qu'on n'a pas cherchées, c'est ça? Non, comment est-ce qu'on gère justement toute la discussion autour du résultat génétique quand ça transcende juste la néphrologie et qu'on a besoin d'autres professionnels de santé, et comment on communique tout ça avec la famille autour aussi? C'est pour ça qu'il faut, je pense, préparer ça en amont et faire appel à un ami en amont. Parce que quand on s'adresse à ces examens un peu qui ratissent large, qui sont hors des panels, c'était ça la sécurité du panel. Le panel nous garantissait d'aller chercher une information dans un gène qui est associé à une néphropathie. En dehors de ça, on s'expose au risque de trouver des choses qui ne sont pas tout à fait celles qu'on avait cherchées, de lever des lièvres, parfois des tabous familiaux, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit se préparer en amont et pas en aval. La problématique des données incidentes, si on découvre autre chose qu'on ne cherche pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, comme vous disiez, voilà, une information bien claire et une information claire en amont pour permettre de préparer à ça, la donnée incidente et conséquences des données incidentes, et puis avoir effectivement dans son carnet d'adresses le spécialiste ou le bon ami qui va pouvoir gérer la cardiopathie qu'on a trouvée qui n'était pas prévue, ou le syndrome développemental qui était juste, qui s'est créé dans la famille par une maman transmettrice qui n'était pas symptomatique ou ce genre de choses-là. Mais très important, je pense, de le gérer en amont plutôt qu'en aval. Une petite question sur le nerf de la guerre, donc qui est le coût des examens génétiques. Ce sont des examens qui sont non financés, qui sont extrêmement lourds pour nos établissements. Au CHU de Guadeloupe, nous sommes d'ailleurs actuellement bloqués avec Biomnis, donc on ne peut plus
faire d'exome. Donc comment, dans le cadre du parcours patient, on pourrait être aidé pour financer ces examens génétiques qui sont extrêmement lourds sur le plan financier pour nos services? Merci. Alors, je ne voudrais pas être trop bavard, mais en fait, cette problématique, elle existe pour tous les services de néphrologie maintenant. Donc moi, je vais juste vous partager notre expérience au CHU de Nîmes, parce que donc on a mis en place cette activité en collaboration, parce que je suis dans le luxe, avec une sympathique généticienne médicale. Donc pour le budget, en fait, les CHU les prennent en charge sur le budget recherche. Donc pour l'instant, on n'a pas de souci. Donc ce que l'on propose à nos collègues libéraux, c'est de nous adresser les patients en consultation et on fait à ce moment-là un test génétique. Pour la génétique, avant, on fonctionnait en panel, donc effectivement, pas de problème d'incidence, de diagnostic. Donc là, on a mis en place cette pratique d'exome, mais avec le service de génétique médicale. Donc on s'est mis d'accord avec notre collègue pour savoir ce qu'on faisait, qu'on demandait. Et effectivement, donc il y a encore moins de généticiens médicaux que de néphrologues. Donc il faut se répartir un peu l'activité. Donc ce qu'on a mis en place, c'est pour l'exome, en fait, moi je vais vulgariser. On s'est mis d'accord avec, alors on travaille avec Biomnis, parce qu'actuellement c'est eux qui proposent le plus, je dirais, de réaliser l'examen. Les hôpitaux, services de génétique ne suivent pas, donc là on a une opportunité. En fait, on se réduit au rénome, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord avec Biomnis, avec les généticiens, où en fait ils ne recherchent que les mutations liées aux gènes qui peuvent être impliqués dans les maladies rénales. Et ensuite, donc on s'est mis d'accord, on ne veut pas avoir le reste du génotype, mais par contre, il reste stocké. C'est aussi l'intérêt de l'exome, c'est que le génome reste quelque part dans une biotech et on peut revenir dessus si jamais ensuite on veut revoir un diagnostic. Et par contre, pour éviter les panels multiples, on se retrouve avec des patients qui ont des maladies cardiaques particulières, des maladies rénales particulières, et donc là on précise bien le phénotype clinique et on dit on veut un rénome et un cardiome, dans le sens où à ce moment-là on va demander la recherche des mutations évoquant une maladie rénale ou évoquant une maladie cardiaque. De même, si on a des troubles de retard mental, là il y a une autorisation génétique à faire un diagnostic, on fait le rénome et le panel de gènes correspondant aux anomalies génétiques. Donc effectivement, on s'est bien mis d'accord en amont avec le service de génétique médicale ou comment nous allions procéder pour ces exos. Mais après, il y a toute une série de règles à appliquer par rapport à l'information aux patients, par rapport au dépistage de la famille. Donc soit on a distingué ce qui relevait de l'activité du néphrologue ou ce qui relevait de l'indication du médecin de génétique médicale. Excusez-moi, je suis un peu long. Merci pour le retour d'expérience. Là aussi, ça me permet de suggérer un commentaire supplémentaire. C'est vrai que c'est une bonne option. Je suppose que Biomnis fait des panels in silico ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que compte tenu de ce qui a été discuté aujourd'hui, on sait que la relecture et la recherche d'un deuxième hit ou d'un deuxième gène peut être intéressante aussi. Mais discuter aussi, là aussi, adapter par rapport à nos réalités. Je dis ça parce que j'ai le souvenir d'une situation où il y avait une néphropathie d'origine génétique, un exome fait à Biomnis et une donnée incidente sur le gène TTR, qui est extrêmement fréquent en Martinique, un variant atropisme cardiaque, donc ce n'était pas du tout la cible, et pourtant une mutation révélée lors de cet exome pour néphropathie et toute une histoire familiale aussi décryptée à la lumière de cette donnée incidente. Donc peut-être des choses à ajuster aussi, dans la même idée, mais par rapport à nos spécificités locales et nos pathologies qui sont peut-être plus fréquentes ici. Oui, donc par rapport aux gens qui ont un phénotype, même dans la famille, parce qu'il y en a, nous on a un cas, je pense, on pensait que c'est des lithiases, toute la famille a la lithiase. On a cherché et on a fait, je pense que c'était avec Georges Pompidou, ils n'ont pas trouvé. Mais vraiment, cliniquement, et tout flash. Mais en ayant compris la présentation du professeur Ménard, c'est qu'il manque quand même d'informations sur le génome et je pense dans les Antilles. Peut-être qu'il faut pouvoir résoudre ce problème. Dans tous les cas, je pense que c'est pour ça qu'on est en train de fédérer. Il faut fédérer nos moyens. Ça permettra peut-être de faire comme le H3 et Afrique, de solliciter un financement pour combler ce gap d'information
et sur le génome et concernant les Antilles et la Guyane, peut-être ça va diminuer les cas négatifs, alors qu'on sait que c'est bizarre, il doit y avoir une mutation. Et puis après, pour les parcours, je pense qu'il est prévu de faire des collèges qui vont travailler sur des parcours spécifiques, qui vont se partager les expériences sur les 3 territoires et pour harmoniser. Peut-être qu'on va se partager les moyens, parce que nous, on a quand même un service génétique. Ils sont en train de se renforcer. On a écrit un parcours avec eux. Je pense qu'on peut harmoniser avec la Guyane, la Martinique. Pourquoi pas? Ok, merci Dr Noto pour ce mot de la fin et aux 3 orateurs. Plein de pistes très encourageantes pour la néphrogénomique aux Antilles en tout cas, à mettre en place rapidement. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour la modération.